Il est 13h ici à Ouagadougou, vous êtes au journal, voici les titres de l'actualité. La coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable milite pour l'abolition du fonds commun. Le groupement l'a fait savoir hier en conférence de presse. Détail dans quelques instants. Le nouveau code de déontologie du magistrat a été présenté hier. Le Conseil supérieur de la magistrature a organisé un atelier à cet effet. Et puis, hors de chez nous, affaire attaque chimique présumée en Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni en urgence hier à New York. On en parle. Bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre. Lutter contre le fonds commun, c'est lutter contre la vie chère. C'est la conviction de la coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable. Le groupement a tenu à faire savoir à l'opinion son opposition catégorique à l'octroi de ces fonds. Il faut mettre fin à cette pratique. La coalition a été face à la presse hier. Le compte-rendu est signé Michael Tougré. Ils sont très remontés contre l'octroi des fonds communs à une partie des fonctionnaires de l'État. La coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable crie à l'injustice et à une mauvaise répartition des deniers publics. C'est sous une désignation totale que nous avons appris l'existence d'un fonds commun de 55 milliards au MINEFIR et de 20 autres fonds communs au montant non dévoilé que perçoivent certains employés de l'État sur les dos des contribuables. Il est impensable qu'au moment où le peuple agonise parce qu'il lui manque tout, des employés de l'État se partagent sa contribution. C'est relève de l'abus de l'iniquité. Nous trouvons que ces abus et iniquités dans la rémunération des employés d'un même État pouvant aller jusqu'à une différence disproportionnée entre des fonctionnaires de la même catégorie est la source des broyes qui sont légitimes. Si les fonds communs venaient à rester intacts, le gouvernement serait obligé de traire la population pour satisfaire les autres revendications, ce qui rendra la vie excessivement chère pour le reste de la population, car ni les salariés du secteur privé, ni les autres qui sont sans revenu précis ne pourront suivre le rythme de cette cherté. Les commerçants, eux, estiment que la réorientation de ces ressources financières pourrait être profitable à l'ensemble de la population. Cette coalition de commerçants demande purement et simplement au gouvernement la suppression de ce fonds commun, sinon ils se verront dans l'obligation de ne plus s'acquitter de leurs impôts. Nous demandons la suppression pure, simple et maintenant des fonds communs. La mise au même niveau salarial des différentes catégories de la fonction publique. Nous prévenons ici d'ici fin mai la suppression La suppression n'est pas effective. Nous demanderons au gouvernement de nous trouver des voies et moyens pour que nous puissions payer nos taxes pour la continuité de l'État, car nous allons bouder tous les services du ministère de l'économie et ses démembrements. Au défaut de cela, nous serons obligés d'appeler le monde des affaires au refus de payer les taxes. Les marchandises entrantes iront directement au magasin et même les taxes routières ne seront pas payées. Pour ces commerçants, aucune composante de la société n'est au-dessus des autres. Ils lancent ainsi un appel à tous les acteurs impliqués dans la gestion de ces fonds communs au Burkina Faso à plus de discernement. Tinkodogo, Ouaïguia, Zignare, Po et Koudougou et Dikomboïgo rassemblent les troupes en vue d'une réorganisation de son parti, le CDP. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès a installé dans ces localités citées les bureaux régionaux en vue du Congrès de mai prochain. Revivons l'étape de Koudougou avec ce reportage signé Michael Tougré. Après les salutations d'usage auprès des notabilités coutumières de Koudougou et un dépôt de gerbes sur la tombe du premier président de la Haute-Volta, Maurice Yameogo, Edi Komboïgo a rencontré les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès venus des 4 points de la province du Boulkemdé. C'est dans la salle de la direction régionale de l'éducation nationale qui a refusé du monde que le président a installé les sections CDP du Boulkemdé. Partout où nous allons, il y a l'engouement, il y a une mobilisation forte.
Et cela nous satisfait parce que nous savons que le CDP est bien vivant, le CDP est actif et le CDP aura son mot à dire dans les années à venir. Je crois qu'il faut avoir un courage politique lorsqu'on gère ce pays-là, que toutes les provinces puissent profiter du programme que l'on installe et que l'on crée pour le pays. Nous n'avons qu'une seule parole, le CDP revient et le CDP reviendra. Le CDP se restructure. Et nous sommes confiants que cette restructuration se fait dans de bonnes conditions et parce que nous avons toute la bénédiction du peuple burkinabé. Partout où nous allons, on ne le répète. À Réau, dans le Sanguier, ce sont des retrouvailles qui sont célébrées après l'installation des sections CDP. Jean Bassonneau, lui qui avait quitté le CDP pour d'autres aventures politiques infructueuses, est de retour à la maison et c'est à bras ouverts que les militants vont l'accueillir. Il a eu le courage de se présenter, mais je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà envoyé des lettres d'adhésion ou de retour. Et cela nous convainc que nous sommes sur la bonne voie et on montre encore l'ouverture du CDP à rassembler l'ensemble de ces militants, à ouvrir la porte largement à ceux qui sont partis et qui souhaitent revenir pour qu'ensemble nous puissions reconstruire un Burkina nouveau, un Burkina prospère. À l'ensemble de nos militants, de ne pas hésiter de demander le pardon. Demander le pardon n'est pas forcément signe que l'on a tort, mais une volonté affichée de ramener l'autre, avoir une meilleure compréhension, à nous unir et à aller de l'avant ensemble. Pour Edu Komboyego, la machine du Congrès pour la démocratie et le progrès est donc en marche avec un seul objectif, reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Je suis revenu à la tête du CDP après le non-lieu dont j'ai bénéficié au niveau du dossier Putsch. La machine du CDP a démarré. Et de quelle manière? Seul ce bruit, seule votre mobilisation ce soir font peur à certaines personnes, les empêchent de dormir. Ils vont tout inventer, ils vont nous accuser de tous les maux. Mais soyez vous-même, restez fermes, parce que nous avons des objectifs à atteindre. À Koudougou, tout comme à Réau, Edu Komboyego a prôné le message de la paix et de la réconciliation entre tous les Burkinabés. Et sur le même sujet, on parle de l'affaire des suspensions de formation politique. Quelles sont les obligations, devoirs et droits des partis politiques au Burkina? L'invité du tribunal de l'actualité d'hier, Lundi Aristide Béré, directeur général des libertés publiques, apporte des précisions dans cet extrait. D'abord, nous avons dit qu'il a violé l'article 4, l'article 3 de la loi portant charte des partis et formations politiques. Que dit l'article 3? Tous les partis et formations politiques doivent, par leurs objectifs, leurs programmes et leurs pratiques, contribuer à la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, à la consolidation de l'indépendance nationale et à la sauvegarde de l'unité nationale. En quoi a-t-il enfreint à cette disposition? Par exemple, ce n'est pas contribuer à la démocratie que d'appeler l'armée à prendre ses responsabilités. Et nous lui avons dit. Il a dit oui, lui il appelle l'armée à prendre ses responsabilités. Et pourtant il parle au nom de la démocratie en disant que la démocratie doit être restaurée. Oh voilà, mais restaurer comment? Nous sommes dans un processus démocratique, électif, de type électoral. On sait très bien les voies par lesquelles normalement en démocratie le pouvoir s'acquiert. Et nous savons que ce n'est pas par l'appel à l'armée que la démocratie se consolidera. Voilà. Donc nous pensons que cette disposition a été violée. D'accord. Ensuite, l'article 4 dit les partis et formations politiques doivent, dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Nous pensons qu'à ce niveau aussi, il y a eu violation de cet article 4. Regardez encore l'article 20 qui dit que les partis et formations politiques doivent tout mettre en œuvre pour éviter les incitations, les appels et les recours à la violence. Ils s'abstiennent de répandre des opinions ou d'encourager des actions qui, d'une manière ou d'une autre, portent atteinte à la souveraineté,
à l'intégrité et à la sécurité du Burkina Faso. Nous pensons que dans ce contexte-là, ces propos sont de nature à porter atteinte à la souveraineté, à l'intégrité, à la sécurité du Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la magistrature a organisé un atelier hier lundi. Objectif, présenter aux magistrats le nouveau code de déontologie du magistrat, une rélecture du premier code qui vise à relever les insuffisances et rapprocher la justice du justiciable. Amandine Lalsaga. Voici le nouveau code de déontologie du magistrat. Il comporte 53 articles, 11 chapitres et compte 32 pages. Édité en juillet 2017, il est une relecture du premier code qui présentait quelques faiblesses. Le nouveau code a une valeur contraignante et parce qu'il a existé avant ce code-là un premier code qui a été adopté sur l'initiative des organisations professionnelles, ça veut dire les syndicats existants au niveau de la magistrature. Et comme ce code n'avait pas en réalité une force contraignante, en tout cas ce n'était pas expressément dit, et on a senti l'intérêt et l'importance d'élaborer quelque chose qui nous tient, qui nous lie. Avoir la force contraignante, ça veut dire que ça s'applique effectivement. Et c'est ça qui fait la nouveauté de ce code-là en réalité. Et puis également, on a ajouté certains types de manquements qui pourraient intervenir et qui n'étaient pas prévus dans l'ancien. Par exemple, ce qui est en rapport avec la nouvelle technologie aujourd'hui, les praticiens de Facebook et de quoi d'autre, les réseaux sociaux. Et on a prévu des dispositions qui concernent ces nouvelles infractions. Cette rencontre vise à présenter aux magistrats le nouveau code de déontologie. Et désormais, on a des règles de conduite auxquelles nous n'avons pas le droit de nous éloigner. Donc, c'est dans cet objectif que nous organisons ces ateliers. On en a fait à Boubou, dans la cour d'appel de Boubou. On en fait aujourd'hui à Ouagadougou. Et il est prévu d'autres sorties pour aller à la rencontre de nos collègues, afin que tout le monde sache qu'il existe un nouveau code et que ce nouveau code a un contenu qui devient notre guide, notre règle de conduite. Pour la rélecture du code de déontologie des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature, à travers le ministère en charge de la justice, a bénéficié du soutien du programme d'appui à la politique nationale de la justice mise en œuvre dans le cadre du 10e Fonds européen de développement FED. My Green School, c'est une compétition interscolaire organisée par Vivo Énergie en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 10 établissements s'affronteront et cette initiative a pour objectif de renforcer les capacités des élèves en matière d'entretien de l'environnement en milieu scolaire. Une compétition dont le lancement a eu lieu à Ouagadougou ce 9 avril, le point de la cérémonie avec Abdoulaye Konaté. L'apprentissage à la base demeure un moyen incontournable d'implanter durablement les bons réflexes et les bonnes pratiques dans la vie personnelle et sociale. La problématique de l'éducation environnementale dès le jeune âge reste posée. Et c'est au vu de ce constat que la cellule environnementale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et Vivo Énergie vient de lancer un projet de compétition intercollège dénommé My Green School. Alors l'avantage de ce projet, c'est de contribuer à inculquer aux élèves qui sont jeunes donc des vertus en matière d'environnement, des réflexes en matière de préservation de l'environnement, des réflexes en matière de compréhension même de l'intérêt que nous devons avoir dans la préservation de notre environnement pour une pour une vie saine. Et cela ne peut se faire que dès qu'on le commence dès le jeune âge. Et de ce point de vue, c'est une très bonne chose. Placé sous le thème de l'éducation environnementale et de l'excellence, un projet initié par Vivo Énergie Burkina entend impacter de façon positive les communautés, selon sa directrice générale. Le projet My Green School en fait regroupe 2 thématiques sur les principaux axes sur lesquels nous travaillons, qui est pour ce projet-là l'éducation et l'environnement. Donc on l'a initié pour avoir vraiment un impact
sur les élèves, les influencer et sensibiliser à prendre en compte l'environnement au plus bas âge, très tôt, pour en faire une habitude. On dit que quand on veut mettre en place des changements dans une communauté, il faut commencer par les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle on a ciblé cette catégorie de la population-là. Et on sait tous que les enfants ont pas mal d'idées, ils viennent avec pas mal de projets créatifs. Donc on pense que le projet va nous réserver pas mal de surprises. Les écoles ont déjà été informées. Les écoles qui doivent participer, ils ont déjà reçu les termes de référence. Ils doivent venir avec des projets innovateurs dans le domaine de l'environnement, assainissement, développement durable, tout ce qui a trait, disons grosso modo, au développement durable et à l'environnement. Pour cette première édition, le projet de compétition My Green School s'étend sur les collèges de la ville de Ouagadougou. 10 établissements se verront en compétition. Les 3 meilleurs projets qui seront distingués feront une présentation dans le mois de mai. Dans les toutes prochaines éditions, cette compétition s'étendra sur le territoire national selon la directrice générale de Vivo Énergie Burkina. Sport, football. Après son nul concédé le week-end dernier, le Racing Club du Kadiogo avait à cœur de se relancer lors de cette 22e journée du Face-au-Foot. Une opération rachat qui ne va pas sourire à Kamboumalo et s'est protégée. La faute à un Bobo Sport très combatif qui a contraint le RCK au partage des points. Le résumé de cette opposition avec notre reporter Serge Bado. Kamboumalo remobilise sa troupe. Au sorti d'un match nul la journée précédente face à l'Asfa Yenenga, le RCK tenait à arracher le gain du match lors de cette 22e journée. Après l'ouverture de la marque, les Faucons vont lever le pied et permettre aux visiteurs de gagner du terrain jusqu'à la 33e minute où Bobo Sport arrache l'égalisation par l'entremise d'Aboubakar Traoré. Le joueur de Bobo Sport enregistre sa 10e réalisation et passe en tête des meilleurs buteurs. À la pause, les consignes sont claires côté Bobo Sport. Tu ne fais pas le marquage. Si on doit continuer comme ça, plusieurs centres de recevoir de préparation, ça marche. Basté et Abouakar, il faut quand même décider. Latéral ne doit plus monter sans entraînement. Merci. Vous avez compris? La gauche, le gaucher aussi ne doit pas chanter le bas. Voilà la clé du match. La mise en application sur le terrain est nette. Jouer bas, un système qui donnera du fil à retordre au RCK. Un but partout, les Faucons sont obligés de partager la poire en deux face à une équipe mal lotie du championnat. On s'attendait à ça. Les solutions, vous allez les trouver si dans l'animation du jeu, nous sommes beaucoup plus mobiles. Alors là, on n'a pas apporté de la mobilité en deuxième mi-temps, donc c'est difficile. Alors on ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Bon, moi je pense que l'équipe adverse en venant jouer avec un bloc bas a pleinement raison, a vu juste, parce qu'elle n'a aucun intérêt à ouvrir, parce qu'elle est venue, elle joue sa survie. C'est à nous d'aller chercher les points. Nous n'avons pas eu les ressources nécessaires ce soir pour exister. Alors, on ne peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mouni Kwanda, visiblement satisfait de son système de jeu, pense avoir limité les dégâts. C'est bon pour le moral avec une équipe comme le RCK. C'est vrai que ce sont les équipes qui jouent pour le titre. Donc si tu arrives à accrocher ces genres d'équipes-là, un point c'est déjà pas mal. Parce que vu la physionomie du match, on pouvait avoir aussi des problèmes. Si on ne limitait pas les dégâts aussi en fermant. 2 matchs nuls d'affilée, le RCK compromet ses chances de rebeloter avec le titre cette saison. Actualité internationale à présent, affaire attaque chimique présumée en Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni en urgence hier à New York. Le ton est monté entre Russes et Occidentaux. Le régime syrien serait coupable de cette attaque selon la France et les États-Unis. En tout cas, une attaque chimique ou pas, une 50aine de morts et plusieurs centaines de blessés ont été enregistrés. Détail dans cet élément. Fake news. Voilà comment l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies parle de l'attaque chimique présumée le 7 avril dernier dans la ville de Douma, en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni en urgence ce lundi pour évoquer le sujet. Le représentant de Moscou, Vassili Namienza, a déclaré « Il n'y a pas eu d'attaque chimique en Syrie ». Il a expliqué que des spécialistes russes s'étaient rendus sur place et n'avaient découvert aucune trace d'une quelconque substance chimique qui aurait été utilisée contre des civils.
Cette attaque chimique présumée a fait au moins 48 victimes et a causé de graves difficultés respiratoires chez des centaines de personnes, d'après les secouristes syriens et une ONG locale. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a traité Bachar al-Assad de monstre. Elle a déclaré que la justice devait être rendue. Plus tôt dans la journée, le président Donald Trump a évoqué une éventuelle action militaire des États-Unis. Selon ses mots, le régime de Damas ainsi que ses alliés russes et iraniens pourraient, je cite, payer le prix fort pour cet acte barbare. Mark Zuckerberg a épuisé ses ressources. Les excuses et promesses n'auront pas suffi. Le patron de Facebook répond ce mardi dans le cadre du scandale de Cambridge aux questions des parlementaires américains. Pour rappel, Cambridge, une société britannique, s'est retrouvée en possession des données de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social, des données récoltées à l'insu des abonnés pour des fins politiques. Regardez plutôt. Dans le plus grand secret, il s'est préparé, entouré d'une armée d'avocats et de conseillers. Après avoir enchaîné les excuses et les promesses, Mark Zuckerberg va répondre aux questions des parlementaires américains ce mardi dans le cadre du scandale Cambridge Analytica. Le patron de Facebook doit expliquer comment cette société britannique a pu se retrouver en possession des données de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social, des données récoltées à leur insu à des fins politiques. Cambridge Analytica a utilisé ces informations lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 et lors de celle pour le référendum sur le Brexit. Le jeune milliardaire, qui peine à se défaire de son image d'entrepreneur arrogant et peu communicatif, aura fort à faire. Il fera face à des élus coriaces, particulièrement remontés contre Facebook. Le réseau social paye cher ces scandales en termes d'image, mais pas seulement. Ils lui ont coûté environ 65 milliards d'euros en bourse depuis mi-mars. Et nous partons pour un tour d'horizon des quotidiens burkinabés. L'affaire des fonds communs en une de la majeure partie des quotidiens. On parle également de la BOA qui injecte dans l'économie burkinabé environ 425 milliards de francs CFA en 2017. La revue de presse de Maxime Bambara avec la voix de Geoffroy Var. L'affaire fonds communs n'a pas encore fini de faire couler encre et salive. Alors qu'on croyait close cette histoire, le quotidien informe que des commerçants regroupés au sein de la coalition nationale des acteurs économiques pour un commerce équitable sont montés au créneau hier contre les abus et les iniquités à travers les fonds communs accordés à certains de la fonction publique. En plus d'être indignés d'apprendre l'existence d'un fonds commun de 55 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'économie, les commerçants s'offusquent de l'existence de 20 autres fonds communs au montant non dévoilé, rapporte le journal. Ces derniers qui voient en ces fonds communs une manière pour certains employés de l'État de se sucrer sur le dos du contribuable demandent la suppression pure et simple de ces motivations avec un ultimatum allant jusqu'à fin mai. La coalition va plus loin dans le quotidien d'État citoyen, menaçant de bouder les impôts si ces fonds venaient à rester intacts. Pour elle, il est impensable qu'au moment où le peuple agonise, parce qu'il lui manque tout, que des employés de l'État se partagent sa contribution, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Et le bimensuel L'événement de faire remarquer dans sa première parution du mois que le fonds commun du ministère de l'économie, des finances et du développement, c'est le double du budget du ministère de la jeunesse. Quand des primes de motivation dépassent le budget d'un ministère stratégique comme la jeunesse, alors cela doit nous interroger, martelait le bimensuel. Dans ce climat d'indignation contre le fonds commun, aujourd'hui au Faso nous apprend que la BOA a injecté dans l'économie nationale environ 425 milliards de francs CFA en 2017 et ce, malgré le contexte sécuritaire sous-régional difficile. Toute chose qui fait dire au président du conseil d'administration de cette banque dans le journal que l'année 2017 a été une année positive pour la banque et Lassine Diawara de réaffirmer la volonté de sa banque de continuer à faire son traditionnel financement en 2018. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 13h pour une nouvelle édition. Bon après-midi en compagnie des programmes de Tru TV.